Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la petite bibliothèque de RML. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de La tristesse des anges de Ian Kalman Stephenson. Il y a 2 épisodes, je vous ai déjà parlé de cet auteur avec un premier roman, Entre ciel et terre. Aujourd'hui, La tristesse des anges, eh bien en fait, c'est la suite de ce roman. Et pourquoi ce titre ? Parce que la tristesse des anges, quand ils sont tristes, les anges pleurent de la neige. Voilà, tout le roman se passe en pleine tempête de neige dans une espèce de monochrome blanc en Islande. On retrouve le personnage principal du premier tome, le gamin à qui il est arrivé des choses terribles déjà. Je viens de finir de le lire et c'est incroyable, c'est aussi fort, aussi puissant, aussi sublime que le premier. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Alors, le pitch. Lorsque Jens, le postier, arrive au village, il est accueilli par Helga et le gamin, qui sont obligés de le détacher de son cheval, sa monture, car avec elle, il ne forme plus qu'un énorme glaçon tellement il fait froid. Sa prochaine tournée, pour distribuer le courrier, doit le mener vers les dangereux fjords du Nord, et pour ça, il doit traverser des eaux glacées sur une petite barque, et il ne pourra pas affronter ces eaux glacées sans l'assistance d'un habitué des sorties en mer, car Jens le postier est aquaphobe, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça. Et donc il va voyager avec le gamin à travers ces étendues blanches pour distribuer le courrier, et le gamin, lui, découvre à ce moment-là la poésie. Il aime de plus en plus les livres, il essaie de mémoriser des passages de Shakespeare ou de poésie islandaise, et il prend peu à peu conscience de ses propres désirs, et il va accompagner Jens dans son périple. Et malgré leurs différences d'âge, de stature, de moments de leur vie, ils n'ont d'autre choix que de se raccrocher l'un à l'autre face à l'impitoyable nature. Le gamin de plus en plus dans les mots, qui a envie de discuter, qui a envie d'apprendre, qui est curieux, et Jens, une espèce de grand personne, de espèce de roc énorme, absolument taiseux, qui ne supporte pas les mots et la parole. Alors tout de suite, je tiens à dire que le tome 2 est aussi puissant que le tome 1. Et le style est encore plus poétique, il est marqué par des images complètement hallucinantes. On erre dans un printemps glacial, parce qu'on est en avril, où il ne fait que neiger, cette fameuse tristesse des anges, et où le paysage disparaît au profit d'une immensité blanche, où il n'y a aucune visibilité, on ne voit pas à 2 mètres, on ne voit plus les montagnes, on ne se voit même plus. Ils ne cessent de se perdre tous les deux à 2 mètres de distance dans ces étendues blanches. Et autour d'eux, les morts tournent comme s'ils étaient encore vivants. Est-ce un délire? Sont-ce des apparitions? Voilà, et les rencontres dans cet univers surgissent du néant. On découvre par exemple une famille qui vit recluse avec ses enfants, loin de tout, dans une maison qui est à moitié ensevelie dans la neige. Et au milieu de ce vide, qui est à la fois réel, géographique, et à la fois tout à fait évidemment symbolique, il y a une appétence incroyable pour les mots, que ce soit ceux du courrier qui met des semaines à parvenir, donc des mots complètement formels, on va dire, et aussi les mots des livres, les mots des poètes qui sont vécus par tous ces humanités islandaises perdues dans l'infini du Grand Nord, sont vécus comme une véritable source de vie. Et c'est aussi un voyage initiatique pour le gamin, celui qu'on a laissé à la fin du premier tome. Et on en saura cette fois-ci un peu plus sur lui, sur son rapport à sa mère qui est très très complexe, et sur son désir grandissant envers les femmes, car évidemment il s'apprête à rentrer dans l'adolescence. Et d'ailleurs les femmes qui hantent ce livre d'hommes, car c'est quand même un livre d'hommes, un peu écrit par un homme et avec une sorte de voyage initiatique comme ça, ces figures de femmes sont des sortes de figures inatteignables, des figures à la fois de la douceur, à la fois des figures du désir, à la fois des figures qui forcent le respect. On va découvrir que beaucoup de figures masculines, en tout cas décrites dans le roman, se sentent, j'allais dire presque indignes, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que les femmes leur font ressentir.
Bon, je ne vous cache pas, hein, il faut être disponible pour entrer dans ce voyage, dans cette prose qui est d'une poésie profonde et il faut supporter le froid, la neige, le blanc, le symbolique, etc. Mais Stevenson pose un récit, une langue et une vision qui sont complètement hors du temps, en tout cas d'une autre. Ça c'est sûr et ça ne laisse pas indemne. Voilà, je vais vous lire un petit extrait d'un moment qui n'est pas dans La Grande Blancheur, mais que je trouve assez beau, qui raconte le désir du gamin et sa rencontre avec une jeune femme. Mais tout de même, elle part. Avec ses yeux et ses épaules, elle part, en laissant derrière elle les montagnes, et moi au-dessous. Et voilà pourquoi la tristesse s'avance vers moi, quelque part dans le soir, avec son fusil chargé, pour m'abattre comme un chien, se dit-il, persuadé que le cynisme de l'existence aura le dernier mot. Pourquoi ne dis-tu rien, lui demande-t-elle sèchement, à nouveau sur le point de piaffer d'impatience, et arrête de regarder mes épaules, ce que tu peux avoir l'air bené. Celui qui se retrouve abandonné sous des montagnes aux pentes vertigineuses peut en réalité dire n'importe quoi, tout bonnement, parce qu'il n'a rien à perdre, ni évidemment à gagner. Je ne dis rien, car la tristesse est tapie quelque part dans le soir et qu'elle est en route avec un fusil chargé, et si je regarde ainsi tes épaules, c'est parce qu'elles sont plus belles que le clair de lune, et que je serais incapable de les décrire même si je vivais 10 siècles, et je... Le gamin s'interrompt, les mots viennent brusquement de l'abandonner. Une langue entière a été engloutie, ne laissant derrière elle que le silence. Il n'y a maintenant presque plus d'espace entre eux. Il y en a si peu qu'ils respirent le même oxygène, qu'ils se l'échangent, et elle a ses épaules. Elle le regarde et respire. C'est lui qu'elle respire et tous les maux du monde ont disparu. Alors le gamin fait la seule chose qu'il ait à faire. Il obéit à ce que lui commande le cœur. Voilà, c'est un très très grand romancier. La tristesse des anges, rien que le titre est sublime. Et là encore, je vous le recommande grandement. Et il peut se lire aussi indépendamment du premier, comme le premier pouvait se lire indépendamment du second. Mais les deux, évidemment, se font suite. Je ne vais pas vous refaire un petit blabla sur Ian Kalman Stephenson. Je vous l'ai fait dans le premier. Donc je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, lisez, lisez, lisez. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager pour qu'il puisse continuer à exister. Voilà, à la prochaine fois.